Bonjour. Alors, c'est très bien d'avoir eu la présentation de Sharaf avant, parce que ça va m'éviter de redire trop de choses sur le Trias, et puis vous partez avec un balayage historique qui est pas mal. Alors, en termes de controverse, je vais quand même faire beaucoup de géologie et un petit peu d'historique au début. Euh, donc pour l'histoire sur cette étude, en fait, donc j'ai beaucoup travaillé avec un collègue de Mascara ici que vous voyez comme le deuxième auteur là, qui s'appelle Mansour Zahagan, qui avait fait sa thèse autour du Grand Pic de Larsenis. Donc ça fait partie du c'est le point culminant dans le nord de l'Algérie. Et il avait commencé à écrire un travail sur ce grand pic qui présente une particularité qui est d'être donc à la fois le point culminant et en même temps une série qui est complètement renversée. Et donc, il était venu nous voir à l'université de Cergy, où je travaille avec quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Dominique Frison de la Motte, et nous avait demandé si on avait un avis sur le sujet. Donc, on est rentré un petit peu dans ce sujet-là de cette manière, et on a re- redécouvert, puisque c'était déjà les polémiques qui avaient un peu émaillé la description de cette montagne, et puis les interprétations qui avaient pu en être faites successivement. Donc c'est le fruit d'un travail qui est de recherche, de synthèse, enfin de review essentiellement, même si on est retourné faire un peu de terrain et qu'on a resoumis il y a déjà un peu de temps, mais qui est en revue. Il y a des gens qui savent très bien que c'est en revue. Donc avant de rentrer dans le sujet, même si on en a parlé beaucoup, je me permets un peu de géologie pour commencer. Donc, je vais vous parler du tel occidental, donc qui est donc, du tel occidental. Là où vous avez le trait rouge en gras, on est dans le tel occidental. En dessous, vous avez une coupe qui vous représente les différentes unités structurales qu'on va retrouver dans le tel. Donc, au nord, vous avez le bassin méditerranéen, pas de problème. Euh, Quand vous descendez vers le sud, vous avez des unités en rouge qui sont les unités de Flysch, qui sont l'ancienne couverture océanique de la Thétis. En dessous, en vert plissotté, vous avez ce qu'on appelle les massifs externes à schistosité. Et puis vers l'avant, quand vous arrivez par ici, vous rentrez dans les domaines de nappe externes. Et puis après, vous avez l'avant-pays recouvert un fort deep d'âge miocène. Donc, comme on l'a dit et comme Sharaf nous l'a redit juste avant, dans ces zones externes, donc les parties vraiment au sud ici de la coupe, il y a la présence de sel sous des modes de gisement qui sont variés, à la fois des modes de gisement diapyriques, où on a l'impression que le sel traverse toutes les unités jusqu'au Miocène, voire jusqu'au Quaternaire. Et puis, de façon décrite historiquement, hein, on a aussi le sel qui va jalonner les contacts tectoniques et très souvent en s'insérant dans le Crétacé, à la limite entre Crétacé inférieur et puis Crétacé supérieur. Et donc permet un découplage entre toute la série qui est post-cénomanienne en gros, et puis ce qui est en dessous qui a tendance enfin, qui est pas forcément autochtone, voilà, qui est découplé. Donc ça pose question, comme on l'a vu précédemment, puisque ça a induit tout un tas d'erreurs sur l'âge de ce Trias. Et le fait que le Trias soit, par exemple, assez systématiquement inséré, enfin, entre guillemets, pseudo-stratigraphiquement sous le Crétacé supérieur, ça indique qu'il faut forcément le déplacer à un moment. Et donc, ce déplacement a dû, a priori, se produire quelque part avant le Crétacé supérieur. Ok. Donc, c'est un peu une des idées directrices là-dedans, sur lesquelles je vais revenir. Alors, moi, je vais vous parler d'hallucinèse. C'était pas immédiat dans un premier temps. Là, je vous ai remis une citation de Welch parce que ça m'avait fait rire quand je l'avais lu dans les travaux. Donc, en 1890, il écrit: Je ne connais rien de plus triste pour un géologue que les formations crétacées qui s'étendent depuis le Tel jusqu'à l'Atlas d'Alger. Toutes les complications s'y réunissent pour empêcher la solution des problèmes géologiques. Alors effectivement, les formations crétacées à cet endroit-là, moi je me souviens au niveau donc du Grand Pic de patauger dans le Flysch albien et me dire heureusement qu'il y a des carbonates jurassiques qui sortent de tout ça, parce que sinon je ne vois pas bien ce qu'on pourrait faire dans cette zone-là, à part décrire 15 000 directions de schistosité qui n'auraient pas beaucoup de sens. Donc on a un avantage
donc dans ce massif de Loire-Saunice, et plus particulièrement au niveau de la chaîne culminante que vous avez indiquée sur la carte avec une petite étoile jaune, c'est que dans toutes ces zones-là, vous avez des affleurements de Jurassique qui sortent des terrains crétacés, et ces terrains jurassiques sortent parce que, rhéologiquement parlant, ce n'est pas les mêmes compétences. Vous avez des carbonates, donc des choses assez massives, qui vont sortir des terrains un peu plus marneux, des flysch absiniens. Et donc, on s'est focalisé sur cet objet-là, puisque le grand pic, euh, qui apparaît au loin comme donc, ce point culminant, il est constitué essentiellement de carbonates. C'est eux qui forment le sommet. On a voilà. Euh, Ok, donc la question pour nous qui se pose et que je vais essayer de vous illustrer avec le grand pic, c'est l'idée de comment on fait pour faire sortir, enfin, comment est-ce qu'on explique le fait qu'on ait des espèces d'extrusions comme ça de Jurassique, enfin, en tout cas au premier abord des espèces d'extrusions de Jurassique qui sortent dans ces terrains crétacés, et est-ce que ça peut nous donner des informations aussi sur l'âge de mise en place de ces structures et peut-être l'âge de mise en place du sel et tout du moins, sa migration à travers les terrains qui a donné cet aspect qui pouvait faire penser à des phénomènes éruptifs. Alors, je fais un détour par la paléogéographie, mais on en a déjà parlé. Donc, je vais aller assez vite. Sur la carte que vous avez en haut, vous avez une reconstruction à la fin du Jurassique moyen de la paléogéographie. Le Maghreb se situe donc ici, le Nord Maghreb. Vous avez une jonction entre l'océan Atlantique central et les différentes branches de la Thétis. Le Nord Maghreb constitue donc la marge passive sud de ce domaine. Et dans ce domaine, on a, euh, on a des terrains marins et on a du sel qui est déjà reconnu maintenant avec toutes les connaissances accumulées. On a du sel qui est reconnu de façon importante et on décrit maintenant une espèce de méga province salifère sur le Nord Maghreb. Donc, j'ai complété une figure ici qui a été publiée par Sahora en 2014, dans laquelle vous avez donc, le Nord Maghreb. On voit très bien que, et c'est bien connu par la sismique, que vous avez des grandes provinces salifères qui existent dans l'Atlantique. C'est du Trias aussi. Tout ça, c'est du Trias. Dans tout l'Atlas, donc Moyen Atlas, Haut Atlas au Maroc, Atlas saharien en Algérie, jusque dans l'Atlas tunisien ici, vous avez du sel qui est bien connu et pour lequel on s'est décrit maintenant depuis le début des années 2010. On a une tectonique salifère qui met en place des structures précoces qui ressemblent furieusement par endroits à des plissements, que donc une bonne partie des anciens auteurs attribuaient à des phénomènes compressifs. On peut considérer qu'en fait, ils se sont gourés parce qu'ils ne connaissaient pas la tectonique salifère. Alors, j'allais dire, 2010, je suis gentil, mais il y a typiquement des gens de l'Institut français du pétrole qui avaient travaillé dans les années 90 dans l'Atlas saharien. Donc, c'est des gens comme c'est Viali, François Arour, Jean Le Touzet, qui avaient déjà fait des missions en Algérie et qui savaient que typiquement, la déformation telle qu'elle se présente, par exemple, dans l'Atlas saharien, était liée à des phénomènes liés à des mouvements de sel et que ça produisait des structures qu'eux avaient déjà réussi à reproduire de façon analogique. Donc, moi, en faisant cette étude, j'ai quand même eu l'impression qu'on redécouvrait la roue et qu'il suffisait d'avoir lu les bonnes études pour savoir que en fait, ces déformations liées au mouvement du sel étaient déjà connues, mais que peut-être la communauté qui travaillait au Maroc, en Algérie ou en Tunisie avait laissé un peu de côté ou n'avait pas peut-être réussi à la réexploiter, je ne sais pas. Donc on est retombé dessus, on les a réexploités avec grand plaisir. Mais il y a quand même quelque chose de surprenant pour moi sur cette carte, en tout cas qui me heurte la première fois qu'on a travaillé sur ce grand pic, c'est que on est tout à fait OK pour dire qu'il y a une province salifère dans le sud du Rif, parce que bah, les nappes, pareil, hein, comme dans le tel, c'est jalonné de sel. Alors, on a fait du terrain avec une thèse récente à Cergy qui s'est déroulée entre 2018 et 2021. Et il y a des structures de sel qui sont spectaculaires. Donc, on est obligé d'imaginer des grandes réserves de sel pour expliquer sa présence omniprésente. Sa présence omniprésente, ouais. Euh, Sharaf en a parlé, aux confins algéro-tunisiens, vous avez toutes les zones décrites par Villa, dans lesquelles Villa et Pertuiseau se sont affrontés à coups de papier interposés pour dire qu'il y avait soit des glaciers, soit des diapirs. Donc il y a aussi une très forte présence de sel. Je ne commenterai pas le papier de Boutrea parce que je vais dire des grossièretés.
Il y a aussi la présence de sel bien marquée dans ces zones-là. Donc au nord, entre Tlemcen et puis Tiaret, au sud du front télien, vous avez aussi beaucoup de sel et on le voit dans la sismique typiquement. Il y a encore de la sismique dans ces zones-là, puisque quand on rentre dans la chaîne du tel, de la sismique, il n'y en a pas beaucoup et l'interprétation devient chaotique. Et moi, ce qui me heurte quand je fais cette carte-là, c'est que le domaine tellien, eh ben, au nord du front, il n'y a pas de sel. Alors, il n'y a pas de sel dans le sens où sur les cartes, c'est pas indiqué. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y en a, mais des structures hallucinétiques qui pourraient être liées à des mouvements de sel précoces et qui n'ont pas été complètement repris dans la tectonique récente Miocène, on en trouve assez peu. Alors, Charaf a cité le papier qu'ils ont publié avec André Richard en 2023, où dans les bas-bords, effectivement, il y a des structures et des discordances qu'on explique difficilement par des phénomènes compressifs. Et je vais essayer de vous convaincre qu'on peut dire à peu près la même chose pour le Grand Pic au sud d'Alger. Donc la question pour nous, c'était un peu, OK, la question où nous a amené cette étude du Grand Pic, c'était mais où sont les évaporites et est-ce qu'on a vraiment des endroits où on peut prouver qu'il y a des mouvements précoces de ce sel qui expliquent que le sel se met en place à cette interface fin Crétacé inférieur, début Crétacé supérieur. Donc plusieurs exemples ici, je suis désolé, j'ai anticipé tout à l'heure, dont je vous ai déjà parlé. Donc, sur cette carte-là, vous avez plusieurs choses. L'étoile jaune ici, c'est le Rif oriental. Donc, sur cette photo qui provient des travaux de thèse d'Oriol Gimeno à Cergy, on a donc des marnes crétacées qui apparaissent en sombre, qui sont interstratifiées, mélangées avec des évaporites du Trias. Donc, on a dans le Rif des évidences de canopées de sel, dans lequel bah, les terrains argileux du Crétacé supérieur vont plus ou moins couler. Donc, on a vraiment une image de sel qui a flué et sur lequel viennent se déposer directement les marnes en contact stratigraphique et elles vont plus ou moins couler dedans à certains endroits. Ce que je vous disais, c'est qu'en sismique, ici au sud du tel occidental, on a des structures salifères qui avaient été décrites dans les études faites par les gens de l'IFP, alors ici en 94. Donc, on a des espèces de mini-blocs, de mini-bassins dont les bases seraient soulignées par des espèces de petits diapires de sel, des petits dômes de sel. Et dans tout un tas d'études qui sont faites en Tunisie, donc on peut repartir des années 90 avec Villa Pertuiseau, mais probablement un peu avant, et dans ce qui se fait encore récemment, les gens identifient de façon claire le fait qu'il y a une tectonique salifère active, au moins de façon très importante à partir de la fin du Crétacé inférieur, Aptien-Albien, et qui va se poursuivre ensuite au Crétacé et puis dans le Tertiaire. Et donc, l'étude de ces terrains aptien-albiens, typiquement en Tunisie, amène les auteurs à proposer des modèles de marche passive pour la Tunisie, en tout cas actuellement, qui sont des modèles de type marge atlantique riche en sel, où en fait, vous avez des blocs basculés, ok, mais quand vous avez des couches de sel qui deviennent importantes, bah, ces blocs basculés vont adopter des géométries un peu plus compliquées, vous allez avoir des diapires, des rafts, des paquets qui glissent le long de la pente de la marge, etc. Donc, à partir de la biblio, en tout cas existante actuellement, il n'y a aucun problème pour dire que tout le long de cette ancienne marge sud-tétisienne, on a l'évidence d'une tectonique salifère importante, dont peut-être on peine un petit peu à identifier précisément les âges, les climax de mouvement du sel. Puisque finalement, la tectonique nous obstrue un petit peu la vue et on a tendance à voir ce qui est évident sur les choses miocènes liées à la mise en place de la chaîne tellurifène récente. Alors, après cette longue introduction, où j'espère ne pas vous avoir tout de suite perdu, on va aller voir euh, la chaîne culminante. Donc, la chaîne culminante, c'est la carte géologique que je vous ai mis là-haut. Donc, tout ce qui est terrain vert, vert clair, ça va être le Crétacé, hein. Et à l'intérieur de cette zone, vous avez, donc avec toutes les nuances de bleu, les terrains jurassiques de la chaîne culminante qui affleurent, qui sortent entre guillemets de ces terrains crétacés. Et au cœur de cette zone, vous avez ce que j'ai écrit la GP pour le Grand Pic, qui est donc le point culminant, qui est un peu plus de 1900 mètres, si je me souviens bien, et qu'on peut voir sur ces deux photos, qui sont des panoramas pas interprétés ici. Donc vous avez le Grand Pic qui forme cette espèce de pyramide là,
vous avez une grande muraille de calcaire qu'on peut voir sur la carte ici, qui s'appelle le Srab d'El Kader. Donc, on le voit sur cette carte. Sur cette photo ici, c'est une vue prise en gros prise du nord-ouest, où on regarde donc vers le sud-est, on voit le grand pic, le Srab d'El Kader. Et sur cette photo ici, c'est une vue prise du sud. En gros, on est quelque part par ici. On regarde vers le nord, on voit le grand pic avec sa forme en pyramide, la muraille du Srab d'El Kader et le massif ici de Bel Khayret, qui est un des massifs qui affleure sur le flanc sud-est du Grand Pic. Donc, l'armature de ces reliefs est évidemment en bleu, faite principalement. Je perds ma souris. Euh, bon, c'est pas grave. C'est un peu chiant. Ah, pardon, j'y suis. Donc en bleu, vous avez donc une armature qui est essentiellement carbonatée avec les terrains du Jurassique. Alors, comme je vous l'ai dit, la particularité là-dessus, c'est que le Grand Pic, si vous regardez un peu la carte géole, le sommet du Grand Pic est en bleu foncé. Plus on s'écarte de ce sommet et qu'on part vers les bordures, donc typiquement si on fait une coupe vers le nord-ouest, on passe du Jurassique inférieur au Jurassique moyen, au Jurassique supérieur, au Néocomien. Donc on a une série qui est complètement à l'envers. Et on a autour de 800 mètres de série qui sont intégralement renversées, qui sont un petit peu découpées par des failles, mais globalement, c'est des séries qui présentent un aspect plutôt à l'horizontale renversé, on va dire ça comme ça. Et donc, il y a eu plusieurs choses dans les débats sur l'interprétation de la structure. C'était d'abord de reconnaître que ces séries, elles étaient renversées, parce que ça apparaît quand même drôlement bien stratifié. Et après, il faut comprendre pourquoi c'est renversé. Donc, on a parlé d'une partie des géologues qui se sont posé la question sur ces zones. Donc, typiquement, Fischer, à la fin du 19e siècle, au tout début. Alors, il y a deux contributions. Là, j'ai mis la deuxième où il répondait à Marcel Bertrand, mais il a présenté une première note, il me semble, en 1890, dans lequel il décrit donc le flanc nord-ouest du Grand Pic. Et sur ce flanc nord-ouest, il voit bien qu'il y a tout un tas de successions de couches géologiques avec, bon, ici vous voyez que c'est pas très déformé, c'est relativement tabulaire. Et il a un niveau daté dans lequel il a des Terebratula qui lui permettent de donner un âge qui va attribuer à l'Oxfordien. Et il considère que certes, le cœur du massif présente des roches qui sont un peu plus anciennes, mais toute la partie qui s'adosse à ce massif, ici, il n'y a aucune raison de considérer que c'est une stratigraphie renversée, et il considère qu'au-dessus de son niveau fossilifère, on a des couches qui sont plus jeunes. Donc il fait quand même une géométrie un petit peu baroque, puisqu'il fait une espèce de pli pincé, ici, avec des terrains anciens qui affleurent au cœur, et des terrains de plus en plus jeunes ici. Là, il fait de façon peut-être opportune un contact faillé sur lequel les couches, selon lui, ensuite se succèdent verticalement de la plus vieille à la plus jeune, classique, circulée. Il n'y a pas grand-chose à voir. Alors, il va être contredit en ça par Marcel Bertrand qui va proposer, hein, il propose juste une note, hein, Marcel Bertrand, il ne fait pas une grande étude ou une grande note de plusieurs pages. C'est une note qui tient sur deux tiers de page dans les comptes rendus. Et lui propose que, en fait, c'est une série renversée et que finalement, ça ressemble à des structures qu'il a commencé à décrire typiquement après ses études qu'il a fait dans les Alpes, dans le Glarus, et puis ce qu'il connaît aussi de ce qu'il a vu en Provence. Je fais un petit aparté là-dessus, puisque dans le Glarus, quand Marcel Bertrand travaille, il y a déjà eu des hypothèses proposées, typiquement par les géologues suisses et allemands. Là, c'est une figure faite par Heim en 1878, dans lequel le chevauchement de Glarus pour Heim pouvait être expliqué par le modèle de Blagataba, dans lequel il considérait qu'il y avait, pour expliquer le Glarus, deux espèces de plis couchés qui se faisaient face. Donc, un premier pli couché ici, hop, un deuxième pli couché ici, hop. Et comme par hasard, dans la fenêtre géomorphologique où on n'a pas de contact entre le chevauchement et ce qu'il y a en dessous, eh ben, il y a une espèce de double charnière de plis qui s'affrontent, ce qui est bien pratique pour faire ce modèle. Et Marcel Bertrand adhère, si je me souviens bien, en partie à cette hypothèse au début, et puis au fur et à mesure qu'il travaille sur le Glarus, il va considérer que
c'est possiblement un pli couché, mais que ce pli couché, il est d'extension très importante et qu'il y a eu une espèce de progression de ce flanc couché vers l'extérieur de la chaîne. Et donc, fort de cette espèce de nouvelle conception, quand il a accès aux informations que ramène Fisher sur le Grand Pic, il va, euh, il va proposer que les géométries observées correspondent davantage, selon lui, à un pli couché et qu'on n'est pas obligé de considérer que les choses sont dans l'ordre stratigraphique normal, d'autant plus qu'on a une stratigraphie et enfin, une paléontologie dans ces couches qui est relativement peu connue. Alors, l'intuition de Marcel Bertrand est confirmée un petit peu plus tard. Alors, je ne l'ai pas mis, je suis désolé, en 1895 par la thèse de Repelin qui, en grande partie basée sur, si je me souviens bien, les faunes d'ammonites, va démontrer de façon assez nette que en fait, les séries sont évidemment renversées avec des séries liasiques ou infraliasiques au sommet, et puis on descend vers des séries jusqu'au néocomiens à la base de la série renversée qui forme l'essentiel du Grand Pic. Alors, donc en 1895, la thèse de Repelin, et si je caricature un petit peu, et donc Charaf en a parlé, il y a les théories napistes qui vont exister, vivoter jusque dans les années 20. Et en gros, à partir du moment où on abandonne les théories napistes, la description de Larsenis et la compréhension de pourquoi on a des séries renversées à cet endroit sont des choses qui ne sont plus discutées et qui vont véritablement recommencer à être discutées dans les années 50 avec une grande monographie qui est faite sur la zone par Calembert en 1952, suivie de la thèse de Maurice Mattauer en 1958, dans laquelle il va proposer une conception opposée à celle de Calembert. Alors, Calembert, il produit sa monographie en 52. Il va en reparler il en reparlera parce qu'il me semble qu'il fait une visite du district. Je suis désolé. Voilà. Il fait une visite du district aussi pendant le congrès international d'Alger pour montrer la zone. Donc il y a un petit carnet aussi associé. Et il bénéficie des observations des miniers dans cette zone-là, parce qu'il y a plusieurs filons qui sont exploités, en particulier de la barytine. Et lui, il va rester sur une optique très autochtoniste. C'est-à-dire que depuis l'abandon des théories napistes, de toute façon, les extrusions comme ça de Jurassique sont considérées comme étant associées au diapyrisme du Trias. Et il considère que tout ça, c'est plus ou moins en place et que les contacts faillés qu'il peut observer sont essentiellement des contacts verticaux. Ça lui semble beaucoup plus logique que d'imaginer des contacts à plat, puisque les contacts à plat, a priori, ça impliquerait qu'il y a des déplacements plutôt horizontaux et pas verticaux, ce qui n'est pas trop à la mode, comme on a pu le voir tout à l'heure. Donc il va proposer que les contacts faillés redressés sont essentiellement redressés, et néanmoins, il constate quand même, grâce aux miniers, aux galeries qui sont percées et tout, que ces contacts sont jalonnés d'évaporites. Donc je peux vous montrer un exemple ici qui est à l'ouest du Grand Pic. Vous avez un tout petit massif carbonaté qui s'appelle Rockba El Adba. Et à cet endroit-là, la falaise carbonatée est directement au contact avec de l'absien albien, les flysch absien albien. Alors, je suis désolé, on voit peut-être pas très bien la photo. Je sers d'échelle comme je peux. Vous avez les blocs carbonatés ici, vous avez les marnes ici, et entre les deux, vous avez une zone de faille un petit peu épaisse dans laquelle vous avez des circulations de fluide, une déformation un peu compliquée, et en profondeur, dans les galeries percées par les miniers, vous avez des endroits que Calembert décrit comme étant jalonnés d'évaporites qui sont complètement dilacérés, étirés, etc. Alors, le modèle de Calembert réutilise les théories autochtonistes, et il essaie de s'en sortir comme il peut, dans le sens où il dit que le grand pic ici qui constitue une série renversée, bah, tout simplement, ce serait le flanc avant d'un pli couché à vergence sud. Alors, pourquoi pas? Mais le problème, c'est j'allais dire, un des problèmes, c'est qu'on ne voit jamais la retombée du pli vers le nord. Il n'y a aucun argument qui permet d'expliquer qu'il y a une retombée de ce pli vers le nord. Et puis, on ne voit pas tellement non plus le flanc ici de ce synclinal couché. On ne voit jamais le flanc de ce synclinal couché ressortir, ou pas très bien en tout cas. Suite à ça, Mattauer lui tombe sur le rable, et Mattauer va dire tout le mal qu'il pense de Calembert, en considérant que
les failles dessinées par Camembert sont assez justes, mais qu'il suffisait de faire un petit effort quand même pour montrer que ces failles qui entouraient l'ensemble du Grand Pic, on pouvait faire quelque chose de beaucoup plus simple avec un contact relativement plat et considérer que ce paquet du Grand Pic qui est à l'envers, en fait, constitue juste un morceau de nappe et que ce morceau de nappe est transporté sur un contact qui justement présente la présence des vaporites avec tout le cortège de roches associées. On a des carnieules, on a des morceaux de dolomie noire, etc., qui caractérisent le Trias dans ces régions-là. Alors, euh, j'irais jusqu'à dire que Matauer fait aussi. Enfin, non, j'irai pas jusqu'à dire. Je vais dire que Matauer fait une distinction intéressante par rapport aussi à Camembert, c'est qu'il va considérer qu'il y a des unités enracinées et des unités non enracinées. La nappe du Grand Pic fait évidemment partie des unités non enracinées, mais il va considérer que d'autres, comme la grande muraille carbonatée du Srab d'El-Kader, constituent plutôt des unités enracinées. Alors, une fois qu'on a dit ça, Matauer propose que ce paquet du Grand Pic qui est complètement renversé provient de quelque part plus au nord. Alors, il ne prend pas trop de risques vu que les vergences de toutes les structures sont globalement vers le sud. Euh, alors, je ne prendrai pas le risque d'aller chercher où est l'origine de cette structure vers le nord. De toute façon, lui se permet de ne pas vraiment en parler. Donc, il nous propose une coupe qui, à mon sens, est plutôt très bonne. Mais l'origine du renversement n'est pas claire. L'origine du renversement n'est pas claire. Il met ça dans ce qu'il appelle son complexe A. Et au-dessus, il vient faire passer par-dessus tout ça toutes les nappes théliennes, plus jeunes. Mais pas de mots sur le pourquoi du comment ce paquet est renversé. Et il va aller même, bon, il va dire oui, il va dire tout le mal qu'il pense, mais je trouve que c'est un peu une filouterie dans le sens où je pense que d'un point de vue naturaliste, il a bien décrit les choses et je suis même plutôt très très d'accord avec sa coupe, mais en termes de proposition de mécanisme sur le pourquoi du comment c'est renversé, la thèse, à mon avis, est un peu limitée. Bon, à cet endroit-là, hein, sachant que la thèse est magistrale pour le reste. N'exagérons pas. Donc, on a ces deux principales hypothèses qui sont posées dans les années 50. Et depuis la fin des années 50 et la thèse de Matauer, globalement, l'interprétation structurale de cette zone a été abandonnée. Donc, il n'y a pas eu de nouvelles discussions sur cette zone. Et donc, on a décidé de reprendre ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu de fait sur cette zone-là pendant la période. Il y a eu tout un tas de travaux de stratigraphie. Je pense aux Français avec les équipes de Helmi. On a parlé tout à l'heure des équipes bulgares. Il y a eu aussi des Bulgares qui sont venus travailler dans la zone, en particulier les équipes de Tchoumachenko. Donc, il y a eu des travaux stratigraphiques importants qui ont permis de raffiner toutes les divisions stratigraphiques, mais d'un point de vue structural, globalement, il y a eu peu de choses. Alors, je me souviens avoir eu des discussions avec quelques collègues algériens qui m'ont parlé du Grand Pic en me disant que la série renversée était une espèce de pli en relais entre le SRAB d'El-Kader et une autre structure qui n'existe plus. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Alors, avant de vous parler du Grand Pic, je vais tricher un tout petit peu et je vais aller sur cette petite structure que vous voyez sur le sud, qui s'appelle le Keffenhal. Et cette structure a été décrite par Matauer. Donc, j'ai en grande partie repris sa carte géologique que je vous mets ici. Donc, toute la zone, vous avez cette espèce de petite virgule ici, là, qui correspond du bleu foncé jusqu'au bleu clair au terrain du Jurassique. Donc, Jurassique inférieur jusqu'au Jurassique supérieur. Et tout autour, ici, en vert, on a les flysch apsiens-albiens qui sont discordants. Et ça se voit cartographiquement, hein, ça se voit cartographiquement et ça se voit sur le terrain. Donc, mon apsien albien est au contact du Jurassique supérieur. Et puis, au fur et à mesure qu'on se déplace vers l'ouest, il va finir par être au contact du Jurassique moyen. Donc, sur le terrain, ça se voit très bien. On a donc mes deux étoiles jaunes ici, excusez-moi, mes deux étoiles jaunes correspondent à deux zones d'observation. Donc la figure 9C, c'est celle-ci. On a des terrains très redressés, falaise du Jurassique supérieur, terrain du Jurassique moyen avec un niveau ammonitico rosso, puis des terrains indifférenciés du Jurassique supérieur au contact avec l'Apsien albien. Et quand on se déplace vers l'ouest, c'est ce qu'on voit par ici. Je suis désolé, avec la lumière, on ne voit pas très bien. Ici, vous avez le contact entre du Jurassique inférieur et ici, le flysch apsien albien qui contient des blocs qui proviennent des calcaires du Jurassique inférieur et qui sont remaniés dans ce flysch. Donc on a bien une discordance, une espèce de discordance progressive là, où le flysch apsien albien est au contact de différents terrains le long de ce petit affleurement.
Alors, il y a ça. Et dans la vallée qui passe au sud du Quéfenal, vous voyez sur les photos que c'est assez pentu là. On tombe dans une vallée à l'intérieur de laquelle on a récolté aussi des morceaux de roches de socle, en particulier des amphibolites, qui sont typiquement des roches qu'on rencontre dans le Trias, dans ces zones-là. Donc ces amphibolites, pour nous, étaient un très bon... Enfin, on est dans un terrain, on est entouré cartographiquement par des terrains qui sont essentiellement sédimentaires. Et là, de façon un peu, enfin, de façon un peu surprenante, on trouve des terrains métamorphiques et pas juste du bas degré qui sont associés à ces structures un petit peu particulières. Alors, on a proposé une coupe qui s'autorise à utiliser des interprétations de tectonique salifère. Donc ici, je vous propose une coupe nord-ouest-sud-est qui traverse la partie est du Kefenhal. Pour illustrer la discordance entre les terrains jurassiques et les terrains aptien-albiens, on a une espèce de petite discordance un peu progressive ici. On n'a aucune idée de la structure au nord, donc là j'ai laissé ça en point d'interrogation. Et jalonnant le contact entre l'Aptien-Albien et le Jurassique le long de cette ligne, on retrouve des traces du Trias. Donc on a systématiquement ce Trias qui existe entre un Aptien-Albien, un Aptien-Albien ici qui vient entre guillemets en contact discordant cartographiquement sur le Jurassique, mais via un contact qui est jalonné de Trias. J'exagère un peu sur le mot discordance peut-être. Donc Matauer considère à cet endroit-là que typiquement, il n'y a pas de question, ce flysch absien-albien, on peut tout simplement en faire une nappe qui est passée par-dessus l'ensemble. C'est ce qu'on voit sur cet extrait de coupe que lui-même avait fait. Donc vous avez la structure du Kefenhal ici, avec ces espèces de deux virgules qui viennent l'une contre l'autre, le tout surmonté par un contact faillé où une nappe d'absien-albien passe par-dessus l'ensemble. Alors, moi, je trouve que son dessin est super parce qu'en fait, cette structure qui dessine ici en tectonique salifère, c'est ce qu'on appelle un weld, c'est-à-dire une structure où on fait passer un diapyre. Quand le diapyre passe, il a tendance à rebrousser les couches au fur et à mesure qu'il les déborde. Et puis, à partir du moment où on a une tectonique de compression, on écrase l'ensemble et les deux virgules qui étaient les deux bords du diapyre se retrouvent écrasées l'une contre l'autre. Et on a cette espèce de structure avec cette espèce comme un pli un peu pincé. Et donc, on a proposé une interprétation comme celle-ci pour le Kefenhal, en se disant, OK, ça marche bien. Peut-être qu'à cet endroit-là, on a justement comment dire, un bon petit chantier test qui nous permet de dire qu'on a une tectonique salifère qui existe. Et j'ajouterais que sur les photos qu'on voit ici, on voit que des terrains jurassiques inférieurs sont remaniés à l'intérieur du flysch albien. Ça veut donc dire que au moment où je dépose mon flysch albien, il faut que mon jurassique inférieur soit à la Flormant. Autrement dit, il faut que j'ai déjà une déformation importante de l'ensemble de la pile sédimentaire pour que le jurassique, enfin, les carbonates du jurassique inférieur soient à la surface. Et ça implique que probablement le Trias il est déjà remonté de façon importante à ce moment-là. Alors, si on retourne vers le Grand Pic à présent, donc tout autour du Grand Pic représenté sur la carte ici, vous avez des terrains violets un peu en transparence qui montrent différents affleurements qui ont été repérés par Calembert, par Matauer. J'ai remis en partie ceux qu'on avait vérifiés nous-mêmes sur le terrain. Et à l'intérieur de toutes ces zones, on va retrouver tout le cortège de roches associées au Trias. On va aussi retrouver un important cortège de roches de socle. Je vous parlais tout à l'heure d'amphibolites. On retrouve des amphibolites, on va retrouver des morceaux de micaschiste, on va retrouver des morceaux de granitoïdes altérés, on va retrouver les carnieules, euh, les dolominoirs du Trias, etc., etc. Donc on retrouve tout le cortège qui permet d'identifier le Trias sur le terrain. On retrouve des séries renversées qui permettent d'identifier que, par exemple, il y a des endroits ici dans le flysch absien-albien où on est bien à l'envers. Donc, il y a des marqueurs stratigraphiques qui permettent d'identifier la polarité inverse à certains endroits quand les flyschs ne sont pas trop déformés, ce qui est à prendre avec des pincettes. Et de la même façon, est décrit par la littérature à plein d'endroits autour du Grand Pic. Dans l'Aptien albien, on a des zones de lentilles dans lesquelles sont remaniés des terrains du Jurassique. Donc le Jurassique affleure bien au moment de l'Aptien albien et il est remanié dans tous les terrains du Flysch Aptien albien. Alors, Matauer avait eu la dent
particulièrement dur avec le modèle de Camembert, puisque Camembert Alors, je vais vous remontrer le modèle de Camembert quand même. Camembert, pour justifier son modèle de pli couché, disait à cet endroit-là, entre le Srab d'El-Kader et le Grand Pic ici montre une espèce de flexure des couches, c'est-à-dire que l'ensemble du Grand Pic, c'est des couches à l'horizontale, même si elles sont renversées. Et il disait, elles sont un peu penchées, flexurées sur le bord nord. Matauer dit n'importe quoi. Et donc, c'est pas ça, donc ça peut pas être un pli. Alors, il se trouve que nous, on est retourné voir sur le terrain. Et alors je suis désolé, là les photos sont petites, c'est pas d'excellente qualité la photo générale, mais on a un chemin qui traverse tout le flanc ici, enfin, qui suit le flanc nord-est, tout ce chemin-là. Et donc le long du chemin, quand on grimpe un petit peu le long du flanc du Grand Pic, les séries sont assez systématiquement horizontales. Et puis ici, on voit que les terrains d'Ammonitico Rosso du Jurassique moyen euh, courbent. Quand on continue, on arrive au terrain néocomien Jurassique supérieur qui courbe. Quand on continue, on arrive au terrain du néocomien qui vont courber également en passant de l'horizontale à une flexure. Et dans la pente juste en dessous, ces terrains sont interrompus et on retrouve dans la pente plus bas le Flysch-Aptien albien. Donc, alors, on a trouvé que cette observation était quand même intéressante parce que Mattauer s'en était débarrassé en disant que, en gros, c'était pas important. Et nous, on a utilisé ça pour à nouveau l'intégrer dans un modèle qu'on propose pour l'évolution du Grand Pic. Donc ici, je vous montre la coupe telle qu'on la propose actuellement, nous, pour le Grand Pic. Donc vous voyez que cette coupe, elle passe un tout petit peu à l'ouest du point culminant. On a le SRAB d'El Kader, donc ce Jurassique totalement redressé. Au nord, il est au contact avec du Flysch-Aptien albien, un petit peu comme au Keffenhal. Donc on a imaginé qu'on avait un contact de weld, c'est-à-dire un ancien mur de sel ou diapir qui a été pincé pendant les phases compressives. Le Grand Pic, vous voyez qu'il a globalement des couches qui sont à l'horizontale, même si elles sont renversées, avec une petite flexure sur le flanc nord, qu'on peut voir donc ici. Et puis après, cet ensemble, ce paquet glisse sur le Flysch-Aptien albien qui est en polarité normale dès qu'on s'écarte du massif du Grand Pic. Alors, sur une photo, ça donne quoi? Donc ici, c'est à nouveau une vue du nord-est, du nord-ouest vers le sud-est. On voit le Grand Pic avec sa flexure ici et son contact sur les Flysch-Aptien albiens. Et au nord, la muraille du Srab d'El Kader, ce creux géomorphologique dans lequel nous, on a fait passer la coupe, mais qui est probablement un weld, et Rogba là-bas, qui n'est ni plus ni moins qu'une petite continuité, même si ce n'est pas évident ici, avec le Srab d'El Kader, où on a des contacts qui sont géométriquement les mêmes que ceux du Srab d'El Kader avec les Flysch Aptien albiens au nord. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est que la situation à l'Aptien albien, c'est quoi? C'est une situation pendant laquelle le sel remonte de façon très active. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne commençait pas à remonter avant, hein, parce que le sel, c'est dynamique et ça commence à bouger ça bouge très rapidement à partir du moment où on met des centaines de mètres de roche par-dessus. Mais que donc on avait un contact entre plusieurs bassins séparés par des espèces de rites de sel qui ont connu une ascension rapide et très active au moment de la fin du Néocomien et à l'Aptien albien, en rebroussant. Alors, j'ai encore perdu ma souris. Alors, ce sel qui remonte, il va rebrousser les séries. Ça se voit très très bien ici au niveau du Srab d'El Kader et au niveau de Rogba et là-bas. Et à certains endroits, le sel va déborder et peut-être venir en surface comme un glacier de sel en rebroussant littéralement les séries au niveau du Grand Pic. Ces séries rebroussées ici forment ce qu'on appelle un méga flap. On retourne intégralement les séries parce que tout d'abord, le diapir me remonte mes séries, mais si le sel arrive en surface et s'étale, bah, le flanc du diapir peut complètement se renverser avec le sel qui dégueule par-dessus, excusez-moi, qui déborde par-dessus. Ok. Donc ça, c'est un petit modèle qu'on propose pour essayer de remettre les observations en cohérence les unes avec les autres. Et je vais un peu vite, mais globalement, ça nous permet de proposer un modèle dans lequel euh, ce grand pic constitue une partie de la marge proximale de la Tétis, c'est-à-dire qu'on est très très proche du continent, on est assez loin du futur océan.
Du Jurassique inférieur jusqu'au Néocomien, on considère qu'il y a des petites rides de sel qui peuvent s'exprimer, des débuts peut-être de diapyre, avec des petits amincissements de série à l'apex de ces petites zones diapyriques. Que quelque part pendant, excusez-moi, quelque part pendant l'Aptien albien, j'ai essayé de vous montrer qu'on avait quelque chose d'un petit peu actif qui avait tendance à soulever les flancs des diapyres au point de les retourner ou de les verticaliser. Donc, par exemple, au niveau du Keffenhal, on a vu que la partie sud, c'était une muraille jurassique qui était très verticalisée. Au niveau du Grand Pic, si on prend le cas du Srab d'El Kader, bah, on a une muraille de Jurassique complètement verticalisée au contact du Flysch-Aptien albien. Et à l'endroit du Grand Pic, la particularité, c'est que contrairement au Keffenhal, au Grand Pic, on a eu l'étalement important d'un glacier de sel et que cet étalement important, il a produit un flap. Alors ici, je vous ai sorti des images de sismiques pour vous montrer des exemples réels, des analogues. Donc ça provient du golfe du Mexique dans lequel on a une activité salifère qui est monstrueuse et ça sert de modèle analogique pour plein d'interprétations structurales sur le terrain. Et vous voyez qu'ici, on a un diapyre qui est monté, qui s'est étalé en surface de tout un tas de séries, et en remontant, hop, il a redressé complètement les séries initialement qui étaient connectées entre la gauche et la droite de ce diapyre. Ok. Donc, ce que vous voyez ici, ce flap, bah, c'est exactement ce qu'on voit au niveau du Keffenhal et qui est encore assez peu même déformé. La seule chose qui manque au Keffenhal, c'est finalement le sel, mais on a fermé le conduit en écrasant tout au moment de la compression, et basta. Alors, si on continue l'histoire, puisque l'histoire évidemment ne s'arrête pas à l'Aptien albien, on poursuit. Alors, nous, on considère, mais c'est très très hypothétique, qu'il y a potentiellement une première phase de serrage qui se produit à l'Éocène. Cette première phase de serrage, elle va probablement faire en sorte qu'on squeeze, qu'on écrase les diapyres. Donc, vous avez ici préfiguré le Keffenhal avec cette muraille de Jurassique au contact avec de l'Aptien albien. Et ici, le méga flap du Grand Pic qui est déjà en partie formé avec le Jurassique, typiquement du Srab d'El-Kader, au contact avec les Flysch. Alors, ces méga flaps complètement renversés ne sont pas une vue de l'esprit. On peut voir ça en modèle analogique et en sismique. Donc ici, vous avez un modèle analogique où le sel en violet remonte au point de retourner intégralement les séries et de faire des plis couchés, comme ici ce synclinal couché. Et on peut voir ça en sismique, là encore, typiquement dans des zones comme le golfe du Mexique, où on a un paquet de sel qui est remonté, puis en remontant, on a des séries qui se sont retrouvées intégralement plissées en formant ces espèces de synclinaux couchés. Si on poursuit jusqu'à la phase thélienne, à la phase thélienne, on va voir tout le phénomène de mise en place des nappes. Et alors nous, ce qu'on propose, mais on n'a pas d'argument d'âge véritablement, c'est que ce découpage, en fait, le flap se brise à ce moment-là et il va y avoir une espèce de glissement ou de poussée qui va découper le grand pic en le séparant du méga flap pour le faire un petit peu glisser. Et on a donc une impression de paquet un peu séparé de son méga flap actuellement. Alors, on a pour le contact entre le Srab d'El-Kader et tous les terrains au nord crétacé, on peut trouver des analogues. Ici, j'avais pris cet exemple d'analogue dans la publique qu'on est en train de faire qui provient du bassin de Sivas en Turquie où on a une tectonique salifère qui a été très très étudiée à la fin des années 2010 par des équipes de Total et des gens de Pau. Alors, ce modèle, c'est un modèle temporaire. Alors, nous, on l'a fait, ça nous a beaucoup excité comme étude. On a trouvé ça assez rigolo de réinterpréter des choses assez anciennes en essayant de plaquer des modèles, puisqu'après tout, ce ne sont que des modèles qu'on a tenté de vérifier avec quelques observations de terrain. Et ces modèles ont, à mon avis, énormément de limites. Donc, c'est un modèle de travail qu'on veut proposer. Une des limites pour nous, c'est le timing de cette activité hallucinétique. C'est-à-dire que, a priori, dans la bibliographie et avec les observations de terrain, personnellement, j'ai pas tellement de doutes sur le fait qu'il y a une remontée importante au niveau de la fin du Néocomien ou l'Aptien albien. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une activité qui est plus précoce et ça ne veut pas dire que cette activité, elle ne se poursuit pas plus tard. Alors, ce qui peut nous conforter là-dedans, c'est que ces timings sont vérifiés à d'autres endroits. Donc, Charaf a parlé du papier publié par Michel et al. En 2023, où il y a des structures qui sont réinterprétées plus au nord et jusque dans la dorsale calcaire, suggérant qu'effectivement, on a une activité hallucinétique qui n'est pas seulement
notre vue de l'esprit dans le warsonisme, mais qui existe aussi ailleurs. Et je pense qu'on a ça aussi dans le Rif particulièrement. Euh, alors, moi, j'ai plus de questions sur euh, est-ce qu'on a un lien entre cette activité hallucinétique et un contexte géodynamique particulier? Alors, en Tunisie, les chercheurs qui ont travaillé ont tendance à dire qu'il y a effectivement une phase, une activité extensive avec la mise en place de failles normales qui serait associée à, au développement de tout un tas de structures, salifères. En Algérie, pour moi, c'est moins évident. Alors, la publication de 2023 fait un lien entre ce qui se passe avec ce qui se passe dans la Tétis, des deux côtés de la Tétis, entre le domaine alpin, la dorsale calcaire. Je ne rentre pas dans le détail, mais en gros, il y a effectivement peut-être quelque chose lié à la dynamique du slab à cette période qui pourrait expliquer qu'on ait des correspondances entre ce qui se passe des deux côtés de la Tétis. Et après, moi, j'ai quand même tout un tas de questions, mais ça revient sur les histoires de timing avec comment le sel est précisément remobilisé pendant tout ce qui va être phase éocène, phase miocène avec la construction principale du tel, et aussi les phases fini-tortoniennes ou post-tortoniennes, parce qu'on a une remobilisation du nord de l'Algérie qui est très importante à la fin du tortonien. Alors, je suis désolé, je suis à 45 minutes, j'ai presque fini, j'en ai plus pour longtemps. Euh, en réfléchissant sur cet objet qui était le Grand Pic, nous, ça nous amène à reconsidérer tout un tas de questions qui semblaient acquises sur la structure du tel en Algérie, à savoir les modèles de Mattauer, de Polvech, de Kerr, etc. Mettent systématiquement en jeu des nappes qui sont des nappes à déplacement gigantesque. Alors, à partir du moment où on reconnaît qu'il y a une partie des bases de nappes qui sont des canopées, qui sont donc des choses qui sont venues s'étaler en surface à partir d'une source ponctuelle et que ces contacts entre Crétacé sup, Crétacé inf qui sont pas une nappe transportée avec une base de sel, mais qu'en fait c'est peut-être parfois des structures beaucoup plus autochtones qu'on pense, pourraient peut-être nous amener à réduire les quantités de déplacement qu'on a à invoquer quand on utilise les vieilles coupes classiques de Mattauer qui ne sont pas intégralement achetés, hein. Je pense que l'observation surface, elle est quand même très très bonne. Mais peut-être qu'on peut proposer des choses avec moins d'allochtonie. Alors, peut-être que nous, on est passé complètement de l'autre côté du cheval, mais on propose une coupe pour le massif de l'Arsenis, donc pour le massif occidental de l'Arsenis. En tout cas, là, vous avez la coupe de Mattauer, donc il y a des grandes nappes, là, la nappe B qui part d'ici du bassin du Chélif, dont on voit une continuité ici, qui se poursuit jusque-là, qui se poursuit jusque-là. Donc on a une espèce de contact continu qui est gigantesque et monstrueux, à mon avis. Et nous, on a pris le parti de dire, bah, en fait, il y a peut-être beaucoup plus de structures un peu en mini-bassin et des niveaux de découplage dans l'aptien albien, entre l'aptien albien et le cénomanien. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nappe, ça veut dire que l'amplitude de déplacement des nappes est peut-être quand même moindre que ce qui était dit avant. Alors, on peut compléter la carte que je vous ai montrée au début en disant qu'il y a probablement des provinces de sel qui sont bien développées dans le nord également. Je cherche encore l'explication géodynamique parce que j'ai entendu et lu assez précisément celle d'André et Charaf dans leur public 2023, mais je ne suis pas encore tout à fait convaincu. Je vais finir sur moi un sujet qui m'excite beaucoup sur ce Trias du nord du Maghreb. C'est le fait que quand vous êtes dans le Trias du Tel occidental et dans le Trias du Rif, et j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, le Trias nous permet d'accéder à des roches métamorphiques. Et ces roches métamorphiques, elles sont a priori pas mésozoïques et elles sont a priori pas c'est pas des protolithes mésozoïques ou des protolithes cénozoïques. Euh, on a des roches métamorphiques d'assez haut grade. On a des micaschistes à grenat, des amphibolites, on trouve des granulites avec des quinzigites et ce genre de choses qui sont décrites à la fois en Algérie nord-occidentale, mais aussi dans le Rif. Donc le Trias traverse toutes les couches du Mésozoïque, mais nous ramène aussi des choses qui ont des degrés de métamorphisme qui sont un petit peu délirants. Pourquoi est-ce que ce degré de métamorphisme, je vous dis qu'il est délirant? Je vous dis qu'il est délirant parce que si on regarde la connaissance des roches métamorphiques qu'on a, par exemple, de la chaîne Varisque dans le nord-ouest de l'Afrique, alors moi jusqu'à présent, mais peut-être qu'André me contredira, je n'ai pas vu beaucoup de granulites dans la bibliographie sur les affleurements existants, par exemple, au Maroc. Donc, trouver des granulites qui existent dans les diapires du Trias ou même des amphibolites, c'est gênant.
C'est gênant parce qu'en fait, juste, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas d'où ça vient, et rattacher ça à la chaîne Varisque telle qu'on la connaît dans le nord-ouest de l'Afrique, c'est pas évident. Donc, ces roches ont quelque chose à nous raconter sur un métamorphisme produit probablement avant le Trias, que sais-je, je ne sais pas si c'est avant le Trias, je ne sais pas si c'est précambrien, cambrien, varisque, permien. Donc il y a tout un champ d'exploration à faire sur ce Trias qui produit des choses compliquées à la fois dans la structuration du Mésozoïque et sur les inversions qui vont se produire au Cénozoïque. Mais là, je trouve qu'il y a un truc intéressant puisque ce Trias nous permet d'échantillonner de façon naturelle le socle pré-triasique et va peut-être nous permettre de raconter des choses beaucoup plus anciennes que ce qu'on raconte avec d'habituellement. Et donc, je fais de la pub, je dis, voilà, on va commencer une thèse sur ces échantillons de roches métamorphiques d'ailleurs à la rentrée. Donc j'espère qu'on aura des choses intéressantes à raconter plus tard avec ça. Merci. Questions, des remarques? Dans votre interprétation de diapir et de renversement des couches sous l'époulement du diapir, vous estimez sur quelle longueur le renversement des couches de la série? Euh, alors Quelle extension? ici, ici si on prend le grand pic, est-ce que je peux revenir sur... Ouais. Je vais juste revenir et dans ce cas-là, je vais juste aller... Ah ouais, pardon. Hop, check. Je vais juste revenir sur la I. Je vais juste remettre la coupe qui est là, puisqu'on a une échelle. Là, l'échelle, c'est 500 mètres sur le paquet renversé. Donc, alors après, c'est 500 mètres, mais c'est juste ce qui reste, hein. Donc, si on va dans les Alpes et qu'on regarde, par exemple, la muraille de Chine, je- la muraille de Chine, je ne sais plus exactement dans quelle zone c'est. Le renversement, ça fait plusieurs centaines de mètres, voire même davantage, je ne me souviens plus exactement. Et sur les modèles analogiques, on a aussi des renversements qui peuvent être importants, mais alors je n'irai pas jusqu'à dire que ça peut faire plusieurs kilomètres, mais j'ai peut-être pas une connaissance bibliographique suffisamment importante sur ces trucs-là.